Merci messieurs. Vous avez vu la partie industrielle, maintenant on va voir la partie retour d'expérience. Je vais appeler à la table ronde suivante Éric Dubo, je vais appeler Mathieu Lézé, Olivier Misici, Walid Fahem, Anne-Sophie Garbe, on va féminiser un peu la table ronde, et Hélène Delattre. Merci à tous. Je vais vous demander de vous mettre par binôme, comme ça sera plus simple pour les questions. Donc on peut mettre 2 binômes là, et puis 2 binômes là. Je vous laisse la place. Hop. Si tu peux, ouais, si ça t'ennuie pas. Donc nous avons 2 retours d'expérience en bois, et un en chanvre et un en paille. Donc, on commence avec le projet Équateur et Habitat Social français. Donc, Sandrine Perrier, chef de projet immobilier chez Habitat Social français. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes parti sur ce type de bâtiment? Quel est le contexte général de ce bâtiment? Donc nous sommes une entreprise sociale pour l'habitat, nous sommes une filiale de la RIVP et notre patrimoine est essentiellement parisien. Donc on travaille vraiment dans un environnement très contraint. Donc c'est vrai que le contexte de rareté foncière nous a conduit en 2013 à engager des études sur le potentiel de valorisation de nos parcelles, notamment à travers de surélévation. Effectivement, ce système nous a permis d'intervenir en milieu occupé, en site occupé, et de doubler aussi, de coupler des opérations de surélévation avec des opérations de réhabilitation. Bon, bonjour à tous, moi je suis Marc Bénard, donc architecte, agence Équateur. C'est une opération qu'on a fait avec un groupement de bureaux d'études, Teco en structure, Alterea en thermique fluide et Gamba en acoustique, et qui est une opération qu'on a commencé à étudier en 2016 et livrée en 2020, donc ce qui donne à peu près les temporalités. Ce que vous voyez sur la photo aérienne, c'est les bâtiments avant travaux. On est on est dans le 12e arrondissement, pas très loin de la porte de Charenton. Et il s'agit de bâtiments construits au milieu des années 80 par Gerhard Thurnauer, qui est un des bons praticiens de la période, avec 37 logements sociaux en béton armé, des grands logements, des choses très bien construites, réhabilitées régulièrement, donc un support qui était plutôt sain. Et la question que nous a posée HSF, c'est de dire sur ces logements-là, en les gardant occupés, donc en gardant les locataires à l'intérieur, comment on peut rajouter dessus une douzaine de logements supplémentaires en surélévation. Hop, on va revenir en arrière. On a perdu l'écran, désolé. Bon, privé d'image. Ah. Les ordinateurs en paille. Je vais continuer les explications sans support visuel.
Donc rajouter une douzaine de logements sur ces bâtiments-là qui s'y prêtaient bien parce que structure béton armé, on est, ce qui est assez rare dans Paris, sur des sols qui sont de bonne qualité avec des fondations bien dimensionnées, donc on peut rajouter du poids sans difficulté. Et on a travaillé sur toutes les négociations et dérogations possibles pour arriver à faire l'opération. D'une part, les dérogations sur les gabarits du PLU qui découlent de l'ordonnance Duflot de 2013, donc qui nous permettent de monter un petit peu plus haut parce qu'on est entre des bâtiments voisins plus élevés. Les dérogations à la réglementation accessibilité pour pouvoir faire une surélévation sans ascenseur sur l'un des bâtiments. Le surcoût d'un ascenseur pour 4 logements supplémentaires aurait été rédhibitoire en construction et en charge. Et puis le fait que les voisins étaient des bailleurs sociaux, donc la possibilité de créer des cours communes avec voisins pour bénéficier de gabarits supplémentaires. Donc ça, c'est des cas de figure classiques dans le tissu urbain parisien, qui est un tissu urbain très dense, très contraint, mais qui montre qu'avec un petit peu de sens de la négociation, on arrive à faire aboutir des opérations complexes. Un ajout de 12 logements qui sont des logements plus petits, donc on verra les plans tout à l'heure, donc des logements plus petits que le parc existant, bâtiments existants avec essentiellement des T4 et des T5. On a rajouté dessus des 2 pièces et des 3 pièces pour augmenter la mixité des types de logements. Donc avoir à la fin de l'opération plus de mixité en termes d'habitat que le préexistant. Et puis on rajoute dessus une couche qui est beaucoup plus performante que la couche initiale. Le bâtiment des années 80, c'est un bâtiment isolé par l'intérieur, avec des radiateurs électriques, des ballons d'eau chaude électriques, donc des choses qui sont assez rudimentaires en termes énergétiques. Ce qu'on rajoute dessus en surélévation, ossature bois, plancher CLT, donc beaucoup de carbone embarqué dans la construction, c'est des choses qui vont répondre aux contraintes du plan climat parisien, donc des bâtiments qui vont être pratiquement d'un niveau passif. On est à 35 kWh par mètre carré par an après travaux. Donc sensiblement mieux que la réglementation thermique de l'époque, avec chauffage électrique et des ballons thermodynamiques. Sans visuel, je vais un peu ramer. Je ne sais pas si pour vous. Je vais poser une question à Sandrine. Est-ce que vous pouvez nous dire si ce projet, enfin cette réalisation, vous a donné envie de dupliquer le modèle sur d'autres réalisations ? Oui, on l'a dupliqué puisque HSF depuis 2013 a lancé des opérations de surélévation. On a depuis 2013, on a réceptionné à peu près une dizaine d'opérations en créant 171 logements. Et là, on en a 3 en phase d'étude où on créera donc qui sont à venir et où on créera une cinquantaine de logements. Donc oui, ça c'est quelque chose que nous pratiquons maintenant avec un bon retour d'expérience. Et vous, Marc ? Alors, nous, ce n'était pas la première surélévation. On en avait déjà fait pour les logiciens quelques années avant. Et on avait participé pour HSF à une partie des études de faisabilité sur d'autres sites. Donc, c'est des choses qu'on a expérimentées. On continue d'avoir des opérations hybrides en fait, dans lesquelles on combine des extensions neuves, souvent en ossature bois sur des bâtiments existants, parfois au-dessus, parfois en épaississement, parfois des choses entre les deux. Donc je dirais que c'est une sorte de gymnastique qu'on essaie d'avoir de manière régulière. Ouais. Désolée pour les inconvénients du direct. Écoutez, on va peut-être passer au deuxième binôme, à moins que vous ayez un message clé que vous vouliez absolument passer avant que je passe au deuxième binôme. Peut-être un message clé en retour d'expérience, pour nous, c'est le niveau de compétence des acteurs que ça suppose. On est sur des métiers qui sont souvent en silo, on est entre neuf d'un côté, réhabilitation de l'autre, que ça soit chez nous, maîtrise d'œuvre, chez les maîtrises d'ouvrage, chez les bureaux de contrôle. Et si on n'a pas la double compétence neuf-réhabilitation, on n'arrivera pas à faire des bâtiments durables. Et donc là, c'est la réussite des opérations avec HSF, c'est qu'on a une maîtrise d'ouvrage qui a réussi à fabriquer des équipes qui ont ces doubles compétences. Et je pense que c'est vraiment fondamental d'estomper cette limite entre neuf et réhabilitation. Là, on a fait une construction neuve sur un bâtiment qu'on réhabilite en même temps. Et si on ne sait pas faire les deux, ça ne peut pas marcher en fait. Merci beaucoup. Maintenant, je vais présenter Mathieu Lézé, directeur du développement immobilier du groupe Legendre. Et alors, pour le moment, on n'a pas l'image, mais vous allez déjà peut-être pouvoir nous expliquer un peu comment évolue votre entreprise avant de montrer le retour d'expérience, en espérant qu'on ait l'image avec.
Donc bonjour, Mathieu Lez, donc directeur de développement Legendre Construction. Legendre, c'est une entreprise familiale dont le siège est en Bretagne. On intervient partout en France. On a trois grandes directions d'entreprise, la construction, l'immobilier et l'énergie. Sur la partie construction, on est avant tout des constructeurs. Donc on n'est pas plus des bétonneux que des boiseux ou des métalleux. On ne représente pas un syndicat, on est juste là pour répondre à un besoin. Aujourd'hui, on voulait Legendre est aussi présent dans on a aussi une direction de la construction industrialisée, une usine qui fait du modulaire. On a livré quelques opérations en modulaire bois en association avec CCL, dont on est associé en termes d'actionnariat. Donc on connaît bien cette problématique de la construction modulaire, de la construction hors site. Peut-être que tu veux présenter la société avant, Eric, et puis on parle du projet après sur lequel on voulait parler. C'est pas de visuel, désolé. Donc oui, comme l'a dit Mathieu, donc, nous sommes une entreprise de construction bois. CCL, c'est à côté de Rennes. Nous avons 50 ans cette année. Une petite entité, hein, je crois, comme j'ai entendu tout à l'heure, une goutte d'eau, on est 60 personnes. Notre fer de lance un petit peu ces 15 dernières années a été l'industrialisation de la paroi ossature bois. Quand je dis paroi, effectivement, c'est aussi bien du mur à ossature bois et du FOB, ce dont on va parler dans ce projet de rénovation énergétique. Et puis du mixte, du FOB en mixte bois-béton, puisque c'est un des grands développements qui est concordant avec la RE 2020. Nos effectifs sont un petit peu répartis, une PME de 60 personnes, il y a à peu près 20 personnes en bureau d'études et en encadrement, 20 personnes en préfabrication et 20 personnes en chantier. Ça veut dire qu'il y a une part, on voit dans la préfabrication, il y a une part grandissante des bureaux d'études, parce qu'effectivement, un bureau d'études en construction bois, il élabore tout de suite son projet en 3 dimensions, et ce qu'il dessine finalement, lorsque quelqu'un conçoit sur des logiciels de charpente et de construction bois, lorsqu'il conçoit, il envoie aussi une information numérique à l'atelier qui va pouvoir permettre d'opérer des débits et des assemblages de murs ossature bois. On va commencer à parler de la réalisation peut-être. Oui, j'espérais que l'image puisse revenir. Ouais, moi aussi, mais on va switcher sur peut-être un autre ordinateur. Donc là, on est sur un bâtiment à grande échelle, puisque c'est un très grand lycée, le 4e lycée français, vous m'avez dit en préparant cette table ronde. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu l'ambition qu'il y avait sur ce projet ? Oui, tout à fait. Donc tout d'abord, c'est un projet qu'on a gagné en 2017, donc c'est un projet assez ancien pour nous, avec une conception. Donc on a gagné un CREM, donc une conception, réalisation, exploitation, maintenance. Aujourd'hui, ce qu'on appelle le MGP. Et le marché global de performance. 2017, conception, et puis des travaux qui ont eu lieu en 2018-2020. Et ce qui nous intéresse aussi, effectivement, ce mode de dévolution nous permet d'avoir une vision globale pour répondre à un objectif. Et on avait des objectifs de consommation énergétique sur le bâtiment, c'est-à-dire il y a une partie rénovation, une partie neuve et une partie neuve. Sur la partie rénovation, il fallait atteindre les performances d'un bâtiment neuf, c'est-à-dire d'avoir 50 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an. Bien sûr, le confort été-hiver, et puis baisser le niveau carbone. Donc on a réussi à atteindre sur la rénovation, notamment du groupe scolaire. Et après, il a fallu qu'on étudie tous les datas, toutes les données qu'on avait en exploitation, qui nous ont permis de voir qu'on n'a pas été bon tout de suite, et lié aussi à l'usage du bâtiment, mais je pourrais en reparler tout à l'heure, après que Eric vous explique le montage et la méthodologie de l'opération. Si j'ai bien compris, vous avez également embauché un sociologue pour pouvoir accompagner le changement. Je pense que c'est assez atypique comme démarche. C'est-à-dire, tout à l'heure, M. Salmon a parlé de l'aval et de l'amont, mais il y a effectivement toute la partie exploitation d'usage, et qui est très important quand on livre un bâtiment. Tout dépend comment on utilise le bâtiment. Si on laisse les fenêtres ouvertes toute la journée, l'électricité ouverte. Et sur la partie scolaire, en fait,
Donc on a été accompagné par un sociologue qui a fait de la pédagogie, qui a fait de l'accompagnement, de la sensibilisation, qui donnait de la visibilité aussi sur les performances du bâtiment. Et on avait, en fonction de la population qui était ciblée, on avait à la fois le corps enseignant, les élèves, et on s'est aperçu que sur la partie enseignement scolaire, on n'avait pas tellement de problèmes. D'ailleurs, les élèves étaient beaucoup plus réceptifs et déjà dans la mouvance actuelle. Donc le bâtiment scolaire a très bien vécu puisqu'on a été plutôt en deçà de nos consommations énergétiques, puisqu'on était à moins 5% de l'objectif. Par contre, sur la cuisine, on s'est aperçu qu'on était bien au-dessus parce qu'il y avait un mauvais usage du bâtiment. Typiquement, ils avaient les habitudes de lancer le four dès 8 heures du matin, parce que dans les anciennes cuisines, c'est ce qu'ils faisaient. Et donc, ça perturbait complètement l'équilibre du bâtiment. Des bains-maries, pareil, qui lançaient à 10 heures alors qu'ils pouvaient les lancer à midi. Donc, l'usage du bâtiment avait un impact très important sur la consommation du bâtiment, qu'on a pu rectifier grâce à notre sociologue. Et on a pu regagner 17% après ces travaux de pédagogie pour comprendre et à utiliser proprement le bâtiment. Donc l'usage du bâtiment est également très important. Eric, vous allez pouvoir présenter le bâtiment? En image. Oh. Et pourtant, on n'a pas touché. Donc très rapidement, le lycée Bréquigny, c'est le plus gros lycée de Bretagne. Il accueille 3500 élèves, hein, effectivement, plus le corps enseignant et le personnel général. C'est le 4e plus grand lycée de France. C'est un bâtiment qui a été construit en 1958, hein, qui a été cédé par l'État aux régions, je crois par une loi de 1983, qui donnait les lycées aux régions, les collèges aux départements et les écoles primaires aux municipalités. C'était un sacré cadeau qu'a fait l'État à ses collectivités locales, puisque tout était construit principalement dans les années 60. C'est des bâtiments qui n'avaient aucune isolation. Lorsqu'on a récupéré le bâtiment, il était complètement dans son jus, y compris les menuiseries. Donc on peut voir effectivement les façades de ce bâtiment. C'est un bâtiment qui est très tramé. Donc l'idée dans cette rénovation énergétique était de préfabriquer des murs à ossature bois, d'y inclure bien entendu en préfabrication les menuiseries, les isolants, les étanchéités à l'eau, à l'air, et aussi les bardages. Tout ça à faire 10 000 m² de façade, qui comprenait à peu près 1000 menuiseries, et tout ça à faire dans un temps très très court, puisque nous avions 8 mois pour redonner et changer l'aspect de ce bâtiment, changer l'aspect et la technicité de ce bâtiment, qui avait plus de 60 ans. C'est un choix courageux de la part des régions, puisqu'il est fait beaucoup le choix effectivement de ne plus détruire et de rénover. Et ce bâtiment, donc vraiment, je vous le dis, il était en son jus depuis 1960. Il avait, y compris les menuiseries, hein, qui étaient avec un système de compas spécifique. Donc tout était vraiment d'origine. L'idée, c'est de préfabriquer des murs à ossature bois, donc dans un atelier de préfabrication, comme je vous l'ai dit. Ah ouais. En fait, on a choisi d'avoir des des réalisations qui soient sur vos territoires, messieurs les sénateurs, pour vous remercier de l'accueil que vous nous avez apporté. Mais je ne savais pas que c'était votre lycée. Donc en gros, on a découpé le bâtiment. D'abord, on a scanné le bâtiment, ce qui s'appelle un orthophoton plan, c'est-à-dire que ces bâtiments ont l'air extrêmement géométriques, hein, et avec des trames qui ont l'air très précises. Pour le temps, voilà, quand on mesure tout ça, on s'aperçoit qu'il y a plein d'ennemis là-dedans. Donc la première des choses à réaliser effectivement pour s'affranchir de l'aléa, c'est de numériser le bâtiment. Donc là, on voit qu'une espèce de radiographie un peu à plat. En réalité, on a un objet 3D avec la modélisation qui est faite, et on sait exactement le dimensionnel du bâtiment. Quand on a ce dimensionnel, on le reprend sur des logiciels de charpente et on redessine effectivement devant des modules à ossature bois qui sont qui font 8 mètres de long par 3 mètres de hauteur, donc 24 mètres carrés, qui comprennent chacun 4 menuiseries. C'est la trame que nous avions choisie pour des histoires de gabarit de transport et aussi pour avoir des levages qui soient très peu impactants. Il faut bien rappeler qu'on est en site occupé et il y a beaucoup d'élèves dedans, et on doit rénover pendant que les cours sont réalisés. Donc on avait choisi cette trame de murs avec 4 menuiseries dedans, parce qu'effectivement ça permettait d'avoir des petits engins de levage qui pouvaient faire le tour du bâtiment, qui étaient très peu impactants en termes de circulation, qui ne nécessitaient pas des empierrements spécifiques.
et donc de s'adapter aux conditions et de restituer tout cela dans l'état originel. Donc la deuxième chose que l'on fait, c'est tester les bétons, puisque c'est des bétons des années 60. Alors globalement, on a des très bons gros bétons en pied de bâtiment. Pour le coup, après, en hauteur, dès qu'on commence à monter, on est plutôt sur des préfabriqués. Donc on va tester les bétons pour effectivement définir le type d'accroche que ces murs à ossature bois, qui vont être la nouvelle peau du bâtiment, les fixations dont elles auront besoin. Donc on a scanné le bâtiment, on a testé les bétons, et voilà, on peut commencer à dessiner, et ces dessins, comme je vous l'ai dit, servent ensuite à débiter et ensuite produire les murs ossature bois. On va avancer. Donc on voit la forme de ce bâtiment. Le bâtiment C est un bâtiment très long. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce couloir de 220 mètres de long. Je crois que c'est quasiment le couloir le plus long que je n'ai jamais vu. Un couloir de 220 mètres de long. Donc voilà, et donc l'idée, c'était de commencer au sud et de faire le tour du bâtiment au fur et à mesure. Tout ça réalisé en 8 mois entre 2 rentrées. Tout ce qui était bruyant a été réalisé. Alors c'est des détails un peu techniques, je suis désolé, je suis un faiseux, donc je vous explique un petit peu la réalité des choses. Tout ce qui était bruyant, toutes les accroches ont été faites pendant les vacances scolaires, et ensuite simplement les murs ossature bois ont été ramenés ensuite contre des pièces de fixation qui ont été fixées en dehors des horaires de cours, ce qui fait qu'on a pu fixer toute cette enveloppe pendant que les cours avaient lieu. Et je crois que la seule réflexion qu'on ait eue d'un professeur un jour, c'était le bip-bip des nacelles qui faisait marche arrière. Voilà, je trouve que c'est très très peu impactant pour effectivement rénover 10 000 m² de façade en site occupé. Bon voilà, quelques photos des élévations et de ces murs qui arrivent complètement finis. Donc supprimer les nuisances sonores, réduire l'impact environnemental avec des murs qui sont complètement en ossature bois, diminuer les flux le plus possible de véhicules en site occupé, et puis surtout éviter aussi, ce qui est très coûteux, c'est de reloger l'exploitant dans des bâtiments provisoires, qui a un impact énorme, hein. C'est-à-dire si on est obligé de remettre des Algeco, j'ai cité une marque, mais j'aurais pu dire d'autres marques, ou des Cugnot ou d'autres, enfin des bâtiments modulaires provisoires. Si on est obligé de reloger toutes les classes, de déplacer les services informatiques, de déplacer toute la sécurité incendie, etc., dans des bâtiments provisoires, bien évidemment, ça a un coût. Donc là, le fait que le bâtiment puisse continuer en exploitation, c'était effectivement une énorme chose qui a été abordée lors de la réponse à l'appel d'offres. Je vais profiter que Mathieu est là pour répondre, qu'il nous réponde à la question. On est sur une rénovation de bâti, donc il y a une consommation avant réno, une consommation après. Quel a été le gain en termes d'énergie sur cette rénovation? Il me semble qu'on a gagné 50%, je ne sais pas si tu l'avais dit à un moment donné. Ouais, non, c'était l'objectif, oui. Ouais. Donc, en tout cas, je sais qu'on a atteint les objectifs qui étaient fixés par le CREM sur la partie rénovation. On était même en deçà, parce qu'on était à moins 5% par rapport à l'objectif. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'était que sur la partie neuve, on avait eu des problèmes de consommation qu'on ne comprenait pas. Après, on rentre beaucoup de données avec ce qu'on appelle l'IPMVP, ce qui permet de récupérer beaucoup de données, et c'était vraiment l'usage fait par le restaurant et les habitudes qui faisaient qu'on surconsommait, et on a rectifié après avoir réenregistré les consommations. Et donc du coup, comme ce chantier il date un petit peu, est-ce qu'aujourd'hui, si vous deviez faire de nouveau ce bâtiment, vous changeriez quelque chose? On aurait plus de produits biosourcés. C'était ça la réponse attendue. Non, mais c'est vrai en plus. Non, je sais parce pas. Que là, ça date quand même de d'une conception 2017, de démarrage en 2018. C'est certainement ce qu'on aurait amélioré par rapport la méthodologie. Je pense qu'on l'aurait pas changé parce qu'elle était plutôt efficace, mais je pense qu'effectivement les matériaux ils auraient été plus biosourcés. Merci messieurs, on va passer au chanvre avec Bâti Nantes et l'agence Ramdam. Donc Walid Fahem est directeur technique chez Bâti Nantes. Je vous laisse présenter un peu votre structure. Merci. Walid Fahem, donc je représente le groupe Bâti Nantes
qui est un promoteur immobilier du coup sur la métropole nantaise. Donc c'est un promoteur immobilier avec une quarantaine de salariés, avec plutôt un acteur majeur sur la métropole nantaise, avec une vraie volonté ancrée chez les associés de vouloir faire évoluer assez rapidement dans les années actuelles et les années à venir nos modes constructifs. Déjà ma présence ici est surtout liée au fait que je souhaite qu'on puisse démystifier un peu le promoteur immobilier standard qui construit à tout va, sans réfléchir à l'impact qu'il peut avoir sur la planète. Et nous, c'est un vrai fait important. On a plusieurs dossiers en cours, alors que ce soit en conception ou en exécution, comme le sujet dont on va parler tout à l'heure, qui sont en construction hors site, sur parfois des matériaux biosourcés déjà en ce moment, en cours de chantier. Donc ça veut dire que c'est des projets qui ont été initiés en 2018, 2019 ou 2020. Donc c'est une mentalité qu'on peut essayer d'acquérir. Et c'est assez important parce que je trouve que nos métiers sont en changement. On voit qu'il y a beaucoup d'industriels qui sont presque en avance par rapport à ce qu'on est en capacité, nous, de suivre, puisqu'on a des difficultés parfois à monter ces projets-là. Donc le projet qu'on va présenter, qui s'appelle Matera, au niveau de la caserne Mélinette, qui est un site assez emblématique, une ancienne caserne militaire de Nantes, est actuellement en cours de chantier et est un îlot un peu démonstrateur en France de ce qu'on est capable de faire. Et Voilà. du coup, quel cahier des charges vous avez donné à l'architecte ? Dans les grandes lignes, c'était une construction avec des murs à ossature bois en béton de chambre, une structure qui est 100% en bois, hormis le sous-sol et les noyaux, cages d'escalier, cages d'ascenseur, qui eux sont en béton, mais aussi pas mal liés au fait qu'on soit en zone sismique sur le département 44. Voilà, c'est le cahier des charges assez ambitieux à l'époque. Faut essayer de se resituer en fait au moment où c'est sorti, puisque c'est un concours qui a été gagné, si je ne me trompe pas, en 2020. Ok. Olivier Missichi, associé et co-gérant de l'atelier d'architecte Ramdam. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu bonjour. les Donc, spécificités ? du coup, si vous pouvez revenir un tout petit peu, donc c'est un projet qui est Caserne Mélinette qui est situé en centre-ville de Nantes, un petit quart d'heure de la gare de Nantes. Donc on est en plein, c'est ce qu'on voit encadré là, on est en plein cœur de l'ancienne caserne. Si vous pouvez revenir à la slide. Voilà. Donc là on est en plein centre de l'ancienne caserne. On est face à deux bâtiments existants qui sont des casernes. Et il y a à peu près donc 80 logements sur deux îlots. Un petit îlot situé au nord de la parcelle de petites maisonnées et un îlot beaucoup plus conséquent de collectifs. Donc l'ambition de l'aménageur, Nantes Métropole Aménagement, était assez forte. Il y avait une très forte ambition environnementale. Et donc il y a eu un concours qui a été organisé et en travaillant avec Bâti-Nantes, on a effectivement proposé assez rapidement, on est arrivé à la conclusion assez rapide, si c'était possible d'avoir la slide d'après, d'être avec une structure hors site, structure bois et béton de chanvre. Et c'était à ce moment-là où est apparue l'idée justement d'être dans une préfabrication. On était quand même dans un îlot avec 71 logements. C'est presque la moitié du pâté de maison. Donc on était forcément dans un volume qui admettait pas, qui admettait pas autre chose qu'une préfabrication. Alors il faut voir qu'à l'époque, quand on a proposé cette solution, la filière chambre, elle était en cours de structuration. Enfin, il n'y avait pas vraiment de préfabrication. Ouais. Voilà. Mais les prémices étaient là et il y avait cette envie. Donc, je passe. Voilà, oui. Donc, une chose importante, là, on voit un peu la maquette. Donc, les volumétries, juste pour rappeler un petit peu, on est dans une ancienne caserne. Donc, il y avait une volonté d'avoir une écriture qui rappelle les casernes qui sont au centre du bâtiment, donc d'avoir des volumétries assez simples, un peu parallélépipédiques, une écriture minérale, donc le chanvre se prêtait bien à cette écriture. Et puis du coup on a travaillé les volumétries avec un épanelage de bâtiments et une variation de hauteur qui va du R+2 jusqu'au R+6.
Donc ce qui est intéressant, c'est que là, on se retrouve avec à peu près toutes les familles. On va de la deuxième famille pour les petites maisonnées à l'entrée du site jusqu'à un R+6, donc troisième famille B, donc avec des contraintes incendie assez fortes. Là, on a une image du résultat. Donc on a un soclage R+2 qui fait tout le tour du l'îlot, avec des lignes horizontales dont on verra qu'elles ont leur importance. Et au-dessus de ce soclage, on a ces émergences qui varient de 1, 2 à 3 niveaux. Et du coup, une alternance de simèse de murs chanvre préfa et de menuiserie vitrée. Donc l'ensemble de l'ossature est en bois. Donc on a un soclage rez-de-chaussée en béton. Et puis on a toute l'ossature bois, poteau, poutre et plancher CLT qui fait diaphragme, qui fait le contreventement avec bientôt. Bon, le béton est quand même là pour les noyaux d'escalier. Et après, dessus vient se rapporter en applique les murs de béton de chanvre. Là, un détail. Donc on est dans les études là. Tout ça, c'est un travail d'étude. Maintenant, on arrive dans la phase chantier. Mais cette maquette-là a été réalisée pendant les études. On a du coup une corniche qui vient un petit peu souligner chaque niveau. Et donc, qui fait l'ensemble, tout le tour du bâtiment, qui vient encercler complètement chaque niveau des bâtiments. Et qui permet de régler pas mal de contraintes. Déjà, des contraintes de protection en tête des murs de béton de chanvre. Et des problèmes incendie qui sont assez élevés, donc des problèmes de C+D et des problèmes de déflecteurs. Sachant qu'on est ici aussi on était en pleine exploration, parce qu'on n'est pas vraiment dans de l'ossature bois. Et donc il y avait tout un tas de tests qui étaient réalisés pendant les études, notamment on a fait des tests de coffrage, où on a pu étudier le poids du mur, les problématiques de séchage qui ont été évoquées à la table ronde précédente, et puis comment arriver à modeler le béton de chanvre et à avoir ces arrondis qui étaient assez importants dans le projet. Et après, on a eu aussi, ça a permis de tester le levage de ces murs. Donc on a eu un premier prototype pendant les études qui a été exposé sur le site et qui est resté là pendant plusieurs mois, et où on a permis aussi de voir un peu comment se comportait le mur, y compris l'enduit. Et après, effectivement, en octobre 2020, on a eu donc la filière a financé un essai Le Pire. Donc là, on voit les images de l'essai Le Pire qui a permis ensuite de commencer à établir des règles pour les bâtiments en troisième famille B. Et après à ça, on a ajouté à ça un avis de chantier. On a utilisé le même bureau d'études que celui qui a fait le SFE, le CERIB, qui permet d'adapter cet SFE à notre bâtiment proprement dit. Là, on est encore en cours de validation, puisqu'on est en phase chantier, mais voilà, c'est les éléments d'exécution de l'entreprise qui vont permettre d'aboutir à la validation. Et donc, on peut préciser que le béton de chanvre protège l'ossature bois, oui, qu'il est classé EI 240, c'est-à-dire que ça fait 4 heures de résistance au feu, et donc il a un effet coupe-feu. Exactement. Et ça, c'était assez important dans le projet, pour la suite des études. Là, on voyait le prototype échelon de ce qui va être réalisé, donc qui a été réalisé par l'entreprise, donc les Charpentiers de France, avec des murs wall-up et un essai d'enduit chaud Saint-Astier, et la coupe détaillée de l'entreprise. Après, ça serait pas mal de revenir juste à la on est un peu en retard, donc on va passer un peu. Après, c'est ce qui a déjà été présenté. Ouais, ça a déjà été présenté. En fait, ce qui est intéressant là, c'est qu'on est maintenant avec le process wall-up, donc du coup, il y a quand même des adaptations qui se font par rapport à ce qui avait été conçu pendant les études, notamment au niveau du coffrage, où nous, on imaginait que le coffrage était côté face extérieure et qu'elle allait mouler la courbure extérieure, alors qu'en fait, on se retrouve avec un principe inversé. Le coffrage est face intérieure, donc c'est une plaque de Pharmacell qui joue du coup aussi un rôle au niveau incendie. Et la courbure, elle est juste travaillée manuellement, on va dire, à la spatule. Enfin, pas à la spatule, mais bon, bref. C'est pas moulé, c'est pas coffré.
Et donc du coup, ça inverse un peu. Mais voilà, on est dans ce travail-là, de dosage. Et après, il va y avoir tout un travail de nomenclature qui va être fait pour inventorier l'ensemble des différents modules, trouver la taille maximum pour le transport, le poids, le séchage, le levage. Et après, on devrait être dans flux tendu, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 7 semaines entre le moment de la validation des premiers murs qui vont arriver au fur et à mesure que les niveaux se montent. Et dès que les premiers dès que les premiers murs sont validés, après ça fonctionne en flux tendu et on va fonctionner comme ça jusqu'à la fin du chantier. Donc il y a le premier temps où il y a un temps de pause avant l'arrivage des premiers murs, mais après l'ensemble devrait être en flux tendu, a priori. Ce qui est important, c'est que c'est le premier chantier où il y a du R+6 structure bois et béton de chanvre, qu'on voit que ça fonctionne. Et donc, du coup, j'ai envie de demander à Bâti-Nantes, est-ce que du coup, ça va vous permettre de dupliquer le modèle sur d'autres bâtiments ? On espère. Effectivement, c'est la première opération de logement en France de cette hauteur-là en structure bois. Avec du béton de chanvre. Le béton de chanvre, on voit que sur le premier prototype de chantier qu'on a vu tout à l'heure, qu'on a pu voir avec la métropole il y a à peine 10 jours de cela, a plu. Et finalement, techniquement réalisable. Alors, il y a des adaptations par rapport à la phase d'étude, mais on voit qu'on arrive à le réaliser de manière à échelle de masse. Donc c'est quelque chose qu'on est en train de redupliquer sur, alors moi je parle là pour le compte de Bâti-Nantes, sur d'autres opérations en cours de réponse à concours. J'ai notamment en tête un concours qui est assez important sur Nantes en ce moment qui s'appelle Pyramide-les-Îles. Et oui, moi je pense qu'il faut que de la part du promoteur immobilier, il faut qu'il y ait cet élan qui soit donné, parce qu'on est quand même les premiers acteurs à mettre en place des projets de logement avec les bailleurs sociaux, et que si ça peut venir aussi de nous, ça peut faciliter à ce que la filière se développe plus facilement, c'est sûr. Merci messieurs. C'est vrai que les bailleurs sociaux sont très intéressés par nos modes constructifs, parce qu'ils ne voient pas que le coût d'achat, mais bien la durée de vie des matériaux, et le fait qu'en béton de chanvre, on a 70% d'économie de chauffage, qui est avéré puisque c'est une étude du CEREMA et qu'en termes de confort d'été, c'est pareil, grâce au déphasage, on n'a quasiment pas besoin de climatisation. On va passer au dernier exemple, qui est un exemple paille, et merci mesdames, on féminise cette table ronde. Donc, je vous présente Hélène Delattre, DGA de Patrimoine et Espace Public à la Comcom de Pével Carambeau. J'espère que je l'ai bien prononcé. C'est ça. Et du coup, je veux bien que vous nous expliquiez, comme vos petits copains d'avant, quelle était l'ambition de ce projet. Très bien, je vous remercie. Donc, bonjour à tous. J'ai le plaisir de pouvoir vous présenter aujourd'hui notre bâtiment qui s'appelle Terrabundo, qui est un bâtiment, une maison des entreprises en fait, située au sein de la communauté de communes Pével Carambeau. Donc, on est une toute petite communauté de communes juste au sud de l'île, d'un peu moins de 100 000 habitants, et on est un territoire rural entouré de grandes agglomérations, donc Lille, Arras, Valenciennes. Notre objectif, quand on a décidé en 2016 de construire ce bâtiment, c'était de construire une maison des entreprises, mais d'en faire une opération de démonstration de l'économie circulaire à travers notre label, le label Pével Circulaire. Et donc l'objectif, c'était de pouvoir construire un bâtiment biosourcé et bioclimatique, qui soit un bâtiment largement à la pointe de l'innovation. Donc ce bâtiment, tel que vous pouvez le voir aujourd'hui, est un bâtiment de formation pour le développement durable. On accueille des entreprises, des startups, et on a tout un lieu de formation aussi dans le bâtiment. Notre but, c'était que le bâtiment, on en parlait tout à l'heure de la construction, mais aussi de la déconstruction, qu'il soit facilement déconstructible lorsque on sera en fin de vie du bâtiment. Donc, ce bâtiment suit le label Cradle to Cradle, qui veut dire du berceau au berceau. Donc, l'ensemble des matériaux qui sont mis en œuvre sur l'opération ont une fiche d'identité, sont répertoriés et lors de la déconstruction du bâtiment pourront être réemployés, recyclés
Et en l'occurrence, c'est un bâtiment qui est en structure bois et isolation paille. Le bois pourrait être réutilisé ou la paille éventuellement remise dans les champs, pourquoi pas. C'est un bâtiment à haute performance énergétique. Alors en tout cas pour l'époque, on était en 2016 avec des objectifs E3C2, donc énergie positive et carbone, émissions de carbone très faibles. C'est un bâtiment de 1400 m² qui permet d'accueillir 52 postes de travail. En termes de coûts, donc si on regarde uniquement la partie travaux, on est à 3,7 millions hors taxe. Le coût total du bâtiment, c'est 5,1 millions d'euros. Si on tient compte de toutes les études, l'ensemble des frais annexes, mais on a eu à peu près la moitié de financements européens et régionaux, ce qui en fait rend le bâtiment démonstrateur à un coût d'un bâtiment classique. Je vais laisser la main à Anne-Sophie Garbe pour présenter la partie technique du bâtiment. Donc, comme je vous le disais, structure bois, isolation paille. Et moi, je veux bien que vous nous disiez pourquoi vous avez choisi de travailler justement avec ce cabinet d'archi. Alors ça a été un concours d'architectes, et ils nous ont proposé un bâtiment qui répondait à notre demande. Donc on souhaitait que ce soit un bâtiment en matériaux biosourcés, démonstrateur. On n'avait pas d'exigence sur le type de matériaux. C'est l'architecte qui a fait la proposition. Et le bâtiment, que ce soit d'un point de vue architectural, fonctionnel et esthétique, était celui qui répondait le mieux à nos attentes. Ok, merci. Donc, je vous présente Anne-Sophie Garbe, qui est architecte de Maes Group. Je ne sais pas si c'est agence Maes Group. Et donc, qu'avez-vous fait du coup pour répondre à ce cahier des charges? Alors, donc en effet, en fait, la demande de la maîtrise d'ouvrage était assez spécifique. C'était de construire avec des matériaux sains, de mettre en œuvre des matériaux sains, ce qui n'était pas forcément évident, surtout en 2016, et surtout avec des certifications comme le Cradle to Cradle. Et donc, à la base au concours, on avait répondu avec une façade en pisé. Et donc en terre, et puis on a gagné le concours avec cette façade-là. Et en fait, c'est nos bureaux d'études environnementales qui nous a dit, mais en fait, si on veut obtenir le C2, on n'y arrivera jamais en pisé, donc il faut partir sur de la paille. Nous, on n'était pas du tout formés à ça. Donc, la maîtrise d'ouvrage s'est formée, nos bureaux d'études, nous-mêmes, et puis par la suite, les entreprises qui ont travaillé en fait sur le bâtiment. On s'est tous formés, on a fait la formation ProPaille pour aboutir à ce bâtiment. Vous pouvez nous présenter du coup la réalisation? Oui, alors, donc par rapport à la préfabrication, il y a plusieurs éléments en fait qui ont été préfabriqués hors site sur ce projet. Donc, d'abord la charpente, le squelette du projet qui est complètement en bois. Alors là, on voit aussi qu'on a quand même besoin du béton, qu'on ne met pas totalement le béton de côté. Mais c'est vrai que structurellement, il n'y aura que ces semelles et puis les massifs qui seront en béton. Après, tout le reste sera en bois. Donc, c'est des portiques. Si on peut passer à la suivante. On se rend compte que en fait, tous les éléments sont préfabriqués dans un atelier. Donc là, c'était l'entreprise Ramery qui travaillait pour ce projet-là. Donc tous les éléments étaient prédimensionnés en atelier. Ensuite, les portiques étaient montés sur place, sur site, et après levés sur place. Et c'est vrai que c'était un gain de temps déjà pour les ouvriers, parce qu'en effet, pour la découpe, et c'était par rapport aux intempéries, c'était mieux. Et puis, on a eu une petite anecdote aussi avec ces portiques où on a eu une visite qui n'était pas prévue sur le site, et on était en train de monter un grand portique, et en fait, c'était trop dangereux de le laisser comme ça pour la visite. Et du coup, on a dit à l'entreprise, en fait, c'est pas possible, il faut absolument démonter le portique, parce que demain, il y a une visite, et là, c'est trop dangereux. Donc, ils ont démonté le portique dans la journée, et le lendemain, ils l'ont remonté. Et comme quoi, le cradle to cradle, on était heureux, parce que ça fonctionnait quand même, de déconstruire le bâtiment. Ensuite, il y a un deuxième élément, c'était les façades. Donc ça, c'est l'élément vraiment indispensable en hors-site pour ce projet. Les façades en caisson isolation paille. Donc en fait, dans les 860 m² de façade, on a 4500 bottes de paille qui entourent ce bâtiment. Donc qui sont bien sûr invisibles, parce que souvent on nous dit que c'est dommage qu'on ne voit pas la paille. Faut bien comprendre que... pourquoi le hors-site, là, ça a été indispensable?
parce que dans les caissons, il faut que la paille, elle réponde aux exigences de la réglementation paille, de la construction paille, avec une densité, avec une hygrométrie certaine. Il ne faut pas que ce soit trop humide, faut pas. Et du coup, la préfabrication nous permettait vraiment de regarder en fait la mise en place de la paille dans les caissons. Il y a même un bureau d'études spécialisé en paille qui venait pour voir un petit peu si la paille était bien positionnée dans les caissons avant la fermeture, et ça nous assurait en fait la bonne étanchéité à l'air et à l'eau du caisson. Donc là, on va voir la chaîne de construction de ces caissons. Donc voilà, donc en fait c'était assez intéressant de visiter les entrepôts de ramerie. Donc là c'est la même entreprise qui faisait également les portiques, mais c'est vrai que c'était intéressant parce que du début à la fin de la chaîne, on voyait la découpe du bois qui allait former les caissons jusqu'à la mise en place de la paille. Et ensuite, à la fin de la chaîne, les panneaux de façade préfabriqués avec le fermacelle qui est en revêtement, qui allait être en revêtement intérieur. Et on voit la silhouette des futurs châssis qui allaient être à l'intérieur. On a d'autres éléments donc, fabriqués hors site sur la même méthode que les façades. Ce sont les planchers et les toitures. Alors les planchers, c'est un peu différent parce que là on voit sur la photo en fait les planchers sont pas du tout en paille là pour le coup, mais ils sont en bois massif. Par contre, ce qui a été intéressant sur le hors-site, c'est que dans la préfabrication, on a pu tout de suite intégrer la finition du plafond, donc nervuré en bois, avec entre les nervures mettre en place l'isolation acoustique. Donc ça a été fait en atelier et non pas après sur site avec des hauteurs certaines. Et puis aussi la peinture. En fait, le peintre est venu dans l'atelier de ramerie pour venir vernir en fait tous ces supports, donc à niveau de niveau table, au lieu de monter sur une échelle et puis devoir le faire en hauteur. Donc ça, c'était aussi un gain d'efficacité et puis aussi une aisance pour les ouvriers. Et on se rend compte aussi que c'est une qualité aussi pour nous de pouvoir vérifier un peu les choses en amont. Donc là, on se rend compte aussi qu'il va y avoir bientôt un problème de stockage si on continue comme ça. Donc là, la première photo, c'est les toitures. Donc la toiture qui est, elle, isolée aussi en paille. Donc c'est des blocs, en fait, c'est des panneaux préfabriqués qui mesurent entre 2 mètres et 2 mètres 30 de large et de long. Et un panneau fait 2,5 tonnes. C'est pour ça qu'au tout début, on voyait une structure énorme par rapport à la structure bois, mais parce qu'il faut pouvoir s'adapter aux éléments qui vont être mis dessus par la suite. Et donc là, on voit bien la différence entre les planchers, la finition des planchers, et puis la finition de la toiture, donc qui n'est pas du tout la même. Et ensuite, le transport pour aller sur site. Donc en fait, on a phasé le bâtiment, tous les 3 portiques en fait. On va le voir ici. En fait, on construisait le bâtiment, tous les 3 portiques, on faisait un clos couvert. Donc, on installait les 3 portiques. Ensuite, on mettait en place les façades. Ensuite, les planchers et la toiture. Et pourquoi on avait ce planning bien structuré? Parce que sinon, dans l'atelier, il n'y avait plus de place. Et du coup, il fallait vraiment faire attention à désengorger en fait l'atelier et puis ne pas perdre de temps aussi sur site. Merci beaucoup, mesdames. On va revoir rapidement, parce que tout à l'heure, on n'avait pas les visuels sur le 12e arrondissement. Donc, je vous propose que vous puissiez détailler un peu les détails architecturaux. Juste me permettre d'ajouter quelques éléments. En fait, sur ce bâtiment, donc en région Hauts-de-France à l'époque, on n'avait pas de bâtiment de cette ampleur en paille. Alors, je sais que mes collègues ont beaucoup sollicité Milestech à l'époque. Ils vous ont beaucoup appelé pour avoir des informations. On avait des tout petits bâtiments, beaucoup de maisons individuelles, mais assez peu de bâtiments de grande hauteur.
ni de RP. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des études, tout le monde s'est formé, comme le disait Anne-Sophie, que ce soit nous, on a fait la formation Prepaille et la maîtrise d'œuvre. Les entreprises, ensuite, on a exigé aussi, si elles ne l'avaient pas, qu'elles la suivent. Et notre objectif, c'était de pouvoir ensuite dupliquer, massifier ce type de bâtiment en ERP, en isolation paille, puisque c'était pas courant, en tout cas en région Hauts-de-France. On sait qu'en Rhône-Alpes, par exemple, ça l'était un peu plus à l'époque, mais en région Hauts-de-France, pas forcément. Vous pouvez nous dire du coup combien de visites ont eu lieu sur cette réalisation ? Alors je crois qu'il y a eu plus de 600 visites, que ce soit en chantier et là, depuis que le bâtiment est livré, du bâtiment. On reste vraiment sur les objectifs du bâtiment, qui soit un bâtiment démonstrateur de l'économie circulaire. On a un écorché des murs dans le bâtiment, et l'objectif, c'est de pouvoir former à l'éco-construction, à l'économie circulaire d'une manière générale, parce qu'il y a aussi un gros travail sur le mobilier. On a du mobilier de réemploi, du mobilier issu d'économie circulaire dans le bâtiment. Et vous avez dit tout à l'heure, vous aviez bénéficié de fonds Oui. FEDER, et que du coup, ça vous a permis de faire des fiches pour pouvoir dupliquer aussi le modèle et avoir des supports pédagogiques. On voit bien que la partie formation est essentielle dans toutes les filières. On essaye vraiment de pouvoir insérer dans les centres de formation et dans les formations initiales nos modes constructifs. On a réussi sur le CAP de maçon il y a 2 ans maintenant, grâce à un des administrateurs de construire en chanvre. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu sur la partie formation, et c'est important d'avoir des chantiers comme les vôtres qui servent de support pédagogique. Merci beaucoup. Merci. Je vous laisse présenter votre réalisation. Oui, je vais essayer de faire tant que la technologie tient. Peut-être juste une slide en arrière. Donc juste pour faire visualiser les choses que j'ai essayé de raconter tout à l'heure. Donc 3 bâtiments dans le 12e arrondissement qui donnent sur la rue Claude Decamps, qui est en diagonale ici, avec la contrainte que le bâtiment le plus élevé est celui qui est côté rue, le bâtiment A. Le bâtiment B qu'on va également surélever est en fond de parcelle à 60 mètres de la rue, et puis le bâtiment C est impossible à surélever d'un point de vue gabaritaire, bien qu'il soit contre un boulevard, ce qui aurait été très simple. Donc la coupe que vous avez ici, la rue est à droite, et les contraintes majeures de chantier vont être d'une part de construire tout ça en site occupé, donc en prolongeant les fluides, les circulations, avec tous les locataires en dessous, sans trop les déranger, et puis d'avoir une construction qui est préfabriquée pour aller très vite, et de gruter par-dessus l'existant jusqu'en fond de parcelle des éléments en ossature bois et en CLT. Sachant qu'on a construit de manière logique d'abord le fond de parcelle, puis on a rajouté les 2 étages sur le bâtiment A. Les 2 étapes de grutage, on a nécessité de fermer la rue pour mettre une grande grue en 2 fois 2 semaines, donc des procédés extrêmement rapides. Et on peut passer rapidement les autres visuels. Donc donc là on voit le grutage juste avant. Donc là on voit le grutage, donc le bois se voit pendant la période chantier du bâtiment, il disparaît ensuite sous les bardages et sous les plaques de plâtre pour des questions d'insertion urbaine et des questions d'acoustique essentiellement. Et donc là vous voyez à droite la rue de Caen avec la grue et le bras de 60 mètres qui vient prendre les panneaux préfa dans le camion en pied d'immeuble et qui va les poser très très loin sur le fond de parcelle. Donc ça c'est partie des contraintes aiguës à Paris, et qui était un pari sur la mise au point des plans de circulation avec la préfecture pour pouvoir couper une rue parisienne pendant ces 2 étapes de 2 semaines, de 8h du matin à 16h ou 17h à peu près à chaque fois, et repliement juste derrière. Donc là-dessus, la préfabrication est absolument indispensable. On n'aurait pas réussi à faire un chantier en bloquant plus longtemps que ça l'espace, ou en acheminant des camions les uns après les autres. Voilà, et puis un dernier visuel qui montre le résultat, et qui illustre d'une part avec la photo intérieure la qualité des logements. On est au-dessus des toits parisiens, donc ces positions-là sont des positions exceptionnelles pour implanter des logements, beaucoup de vues, des terrasses, beaucoup de lumière, et puis la façon dont on combine l'écriture des années 80 avec une écriture qui est celle du 21e siècle, et qui incorpore à la fois les questions de performance énergétique, isolation thermique, carbone, etc., mais également dans le contexte parisien les questions d'adaptation au changement climatique et d'atténuation des îlots de chaleur avec des albédos élevés, des protections solaires systématiques, de la végétalisation là où on peut. Donc cette couche du 21e siècle qui se rajoute sur des couches des années 80 du 20e. Merci voilà, beaucoup. C'est très rapide.
Je vous propose de dire un petit mot de la fin chacun, si vous avez un message clé à passer. Commencez par Faïd à droite et puis vous passez le micro. Moi, je pense que le mot de la fin que je retiendrai de mon côté, c'est comment on peut faire pour réitérer ce genre d'ouvrage à l'échelle des logements et de la promotion immobilière. C'est déjà peut-être, nous on le perçoit puisqu'on a 2 opérations en cours de chantier. On a vu que les appels d'offres étaient difficiles. Si on doit retenir un point qui était compliqué, c'était le contexte réglementaire. C'est d'essayer de simplifier un peu plus les règles ou de faire en sorte que les règles soient plus simples pour les industriels pour qu'ils puissent nous proposer des choses. Entre ce qu'on imagine au niveau du dessin, au moment de l'esquisse ou de la conception de l'opération, et au moment où on doit réellement réaliser les choses, c'est l'une des principales difficultés qu'on peut nous avoir en tant que maître d'ouvrage. Voilà. Merci Faïd. Oui, j'irai un peu dans le même sens, mais en fait, on voit là depuis le début des conférences que tous les outils sont là, on a les compétences, on a les savoir-faire, on a la capacité de production pour construire à des volumes comparables. Quand on a des opérations comme celles qu'on a vues ou quand on a l'opération de 80 logements, qu'on est capable de faire des R+. Enfin voilà, tout est là pour que ça fonctionne. Moi, en tant qu'architecte, je trouve ça très intéressant, le hors-site, et en tout cas la construction bois et la construction biosourcée, parce qu'on est dans un degré de précision qui fait qu'on n'est plus du tout dans un amateurisme qui peut être assez fatigant dans un chantier classique, là, on va dire. Donc c'est quand même, on peut soigner le détail, il n'y a plus de déchets, il n'y a plus de rebut, tout est là. Donc il y a un confort aussi, enfin voilà, on a parlé du confort pour les ouvriers qui pourraient travailler dans des conditions beaucoup plus saines que sur site. C'est aussi confortable pour nous, concepteurs, de travailler avec des choses dont tu sais que tout ce qui va être mis en œuvre, tout ce qui va aller sur le chantier va être mis en œuvre. Donc tout amène à ça. Et effectivement, là où je suis d'accord, mais on pourrait dire que c'est transitoire, mais aujourd'hui on se confronte à des grosses problématiques. Alors c'est ce que je pensais jusqu'à peu, que c'était transitoire, c'est qu'on se confronte à des problématiques réglementaires, parce qu'on est un peu dans l'inconnu, donc il y a un peu des craintes, il y a un peu des peurs, parce que si on se met à construire à grand volume, en bois, en chambre, qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans, dans 15 ans, est-ce qu'on va pas se retrouver avec... Mais je commence à m'inquiéter parce qu'il y a des réglementations qui arrivent, qui sont contradictoires, qui s'opposent, qui se superposent, ça commence à être un gros maelstrom. Et des fois, c'est totalement contre-productif. C'est-à-dire qu'au lieu de favoriser le développement des filières biosourcées et l'emploi de matériaux décarbonés, en fait, c'est tout fait pour pour faire comme avant, quoi. Ouais, le président de Construire en Chanvin en parlait tout à l'heure. Donc, voilà. Je dirais que c'est là où il y a un travail vraiment à faire, ça serait là. Oui. Faut avouer que toutes les filières, on essaye au maximum de faire du lobbying pour pouvoir faire bouger les lignes, mais que c'est pas simple, que ça demande des moyens qu'on n'a pas. Et ça, c'est pareil pour toutes les filières, que ce soit paille, chanvre ou bois, ça coûte très très cher. Donc voilà, et on n'est pas forcément tous équipés comme on aimerait. Je vous laisse faire un petit mot de synthèse. En synthèse, moi je dirais que cette méthode nous permet de surélever, de valoriser nos bâtiments, de créer du logement sur du patrimoine existant, en réduisant les coûts, en réduisant les nuisances sonores, que ce soit pour nos locataires et les riverains. De réduire aussi les coûts, puisque on peut maintenir nos locataires à l'intérieur donc de ces résidences, malgré qu'on les réhabilite et malgré qu'on les surélève. Je trouve que c'est, et on l'a vu, peut-être la difficulté la plus grande, ça a été tout l'exercice de synthèse. Après, par la suite, c'est quelque chose qui se monte et qui se fait extrêmement rapidement. Donc je trouve que, en tous les cas, pour Paris, c'est vraiment une réponse. Merci beaucoup.
Juste un commentaire très rapide. Je suis également enseignant à l'école d'architecture Paris-Malaquais. Et moi, ce qui me frappe quand je vois l'approche des étudiants, donc des jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui, c'est ce qu'on présente aujourd'hui comme des choses qui sont encore exceptionnelles. On est dans les quelques pourcents de construction bois ou biosourcés en France pour des gens qui ont 30 ans de moins, donc une génération derrière. Ça paraît comme étant de l'ordre de l'évidence ou quasiment. Et donc je pense que ce qu'on présentera dans 20 ans au Sénat sera peut-être très différent. En tout cas, j'espère que c'est plus ces choses-là qui seront exceptionnelles dans 20 ans. On espère tous. Pour conclure ma partie là, du coup, réhabilitation énergétique avec du préfa au Saturbois, on a fait d'autres réalisations depuis. On a fait des lycées, des universités, au Mans en particulier, des collèges en réhabilitation. Simplement, ce qui est surprenant, c'est, comme l'a dit Mathieu, ce chantier date de 2017. Il avait été très démonstrateur à l'époque, comme effectivement vous l'aviez évoqué sur votre chantier. Il a été beaucoup visité en phase chantier, en réception, parce qu'il était impressionnant et tout le monde se disait, ça avait un effet waouh qui était quand même assez fort. On retransformait quelque chose qui avait plus de 60 ans avec une performance du neuf et en plus, pour les élèves et pour les enseignants, d'un coup leur lycée avait une autre image. On attendait un engouement qui était plus fort que ça, effectivement, sur cette partie réa préfa. Elle est directement en concurrence avec la non-préfabrication. Beaucoup d'autres systèmes existent avec des échafaudages, des équerres, de la laine de verre, etc. Et tout. Voilà, maintenant, il y a des choses qui sont en concurrence avec ce système de préfa. C'est vrai que les coûts énergétiques ont aussi pas mal freiné. Les régions se sont retrouvées aussi, pour rénover leur lycée, se sont retrouvées avec des factures énergétiques qui ont bondi ces 2 dernières années. On sacrifiait certaines lignes d'investissement sur de la réhabilitation. Il y avait d'autres programmes qui étaient prévus en Bretagne et qui ont été, je dirais, pour le moment ajournés, parce qu'il faut payer pour le moment le surplus des augmentations énergétiques. C'est un peu paradoxal parce que du coup on arrête la réhabilitation parce qu'on doit payer effectivement l'énergie plus chère. On voit même des opérations où on met des panneaux solaires maintenant sur des bâtiments qui ne sont pas réhabilités d'un point de vue énergétique. Donc voilà, je ne sais pas comment on peut penser que voilà, c'est bien de mettre des panneaux solaires sur un bâtiment qui n'est pas réhabilité et qui est énergivore. Voilà, donc un phénomène d'engouement qui était très fort. Il y a des réalisations qui continuent de se faire. Effectivement, elles sont coûteuses aussi, faut dire. On est, à l'époque, c'était presque 1 500 € du mètre carré pour réhabiliter ce lycée-là. Donc voilà, elles sont coûteuses, mais elles permettent de ne pas détruire aussi avec l'impact carbone initial du bâtiment qu'il a eu en émissions carbone dans les années 60. Voilà. Juste très rapidement, effectivement, je pense que la filière, elle doit s'imposer à nous, ça doit être une évidence. Il faut qu'on puisse ne pas se poser la question comme le manger local, comme des choses qui est vraiment ancré aujourd'hui dans la tête de tout le monde. Sur la construction hors site, ça a été déjà dit, mais j'insiste, c'est vraiment l'école de l'excellence. C'est-à-dire qu'on à peu près où on verra sur site et puis qu'est-ce qu'on fait chef. Ça ne doit pas avoir lieu sur site. En fait, il n'y a plus de questions à se poser. C'est-à-dire qu'avant de démarrer, tout doit être vraiment défini, conçu et on livre en fait presque un DOE avant de démarrer, quoi. La construction n'est qu'un aboutissement et un assemblage de choses qui sont conçues et vues préalablement. Voilà. Merci. Oui, alors je pense qu'en effet, la construction hors site, je suis tout à fait d'accord, c'est un gain de qualité en tout cas pour nous surtout. Là, pour la paille, c'était vraiment quelque chose d'indispensable par rapport à la mise en œuvre de la paille. C'est très contraint par rapport à l'humidité, par rapport à plein de choses. Et c'est vrai qu'en plus en atelier, la récupération des déchets, la paille était tout de suite reprise et réintégrée dans des caissons. Donc ça, c'était important. Et nous, ce qu'on voudrait montrer aussi, c'est que, et par ce bâtiment, il a été aussi assez publié par rapport à ça, c'est que c'est pas parce qu'on construit en paille ou en préfabriqué qu'on doit faire un bâtiment rectangulaire, sans allure, voilà, il faut continuer à mettre de l'architecture dedans. Et on voit dans tout ce qu'on a montré aujourd'hui que voilà, l'architecture, même si on construit en préfabriqué, elle s'étudie bien en amont, mais après, dans la conception, ça crée quand même des bâtiments assez exceptionnels, quoi. Donc voilà. Merci. Et pour terminer,
Moi, je dirais qu'il faut des partenaires engagés, alors que ce soit déjà au sein de la maîtrise d'ouvrage, il faut être volontaire pour pouvoir travailler sur des bâtiments, lancer en tout cas des bâtiments de ce type-là avec des matériaux biosourcés, parce que c'est pas la norme, c'est forcément un petit peu plus coûteux, en tout cas encore pour l'instant, on espère que ça va réduire. Il faut s'associer avec les bons partenaires qui aient les compétences requises pour les types de matériaux avec lesquels on travaille. Et juste pour conclure, donc le nom de ce bâtiment c'est Terrabundo. Alors pendant longtemps il s'est appelé La Passerelle, parce que c'était en lien avec les entreprises, donc le but de pouvoir former les entreprises et que ce soit un lien vers le développement durable pour les entreprises. Et puis finalement, avant l'ouverture, le nom a changé, il s'appelait Terrabundo, en référence à la terre d'abondance, puisqu'on a une terre qui est fertile mais fragile. Et donc le but de ce bâtiment, c'est de se dire notre terre est riche, mais il ne faut pas qu'on oublie de la protéger. Et c'est très important pour nous aujourd'hui, ce bâtiment. Très beau message de conclusion. Est-ce que vous avez une question ou deux dans le public? Vous avez un micro devant vous, vous pouvez l'actionner. Pas forcément à propos de la première table ronde, mais plus à destination des industriels. Je m'appelle François Miotto, je suis chef de projet au sein de l'établissement public d'aménagement du Manteau à Sénaval, où j'ai la responsabilité d'une ZAC qui a pour ambition d'accueillir les entreprises de l'éco-construction et des éco-matériaux. Et donc ma question à destination des industriels, c'est quelles sont les logiques, vous, inhérentes à la localisation de vos entreprises, de vos systèmes productifs, parce qu'on a donné beaucoup d'exemples de construction hors site, mais comment construisons-nous le hors site et où le construisons-nous? Alors je peux répondre par le chanvre. Et Philippe, tu complètes si besoin, ou Arthur, vous complétez mon propos. Là, sur le choix de site pour Wallop, l'idée c'était de faire du circuit très très court. Donc en fait, Wallop est associé à une chanvrière, l'usine de première transformation, qui s'appelle Planète Chanvre dans le 77. Ils sont sur le même site. Il y a 200 mètres entre la production de la chenevotte, qui va être le granulat végétal, et l'usine Wallop. Et donc, du coup, les producteurs sont à 25 km en rayon autour de Planète Chanvre. Et donc, vous avez vraiment un modèle hyper circulaire et qui permet d'avoir du super local. Moi, je peux répondre pour la paille, si vous voulez. L'avantage de la paille, c'est qu'on la trouve à peu près partout en France, donc vous pouvez vous mettre à peu près n'importe où. Le plus intéressant, à mon avis, c'est de trouver des charpentiers qui ont déjà l'outil, au lieu de reconstruire un outil, d'aller s'appuyer sur les existants. Et les charpentiers, ils sont déjà presque en compétence. Il suffit de les former un petit peu pour qu'ils mettent de la botte de paille à la place de la laine de verre, et puis on aura déjà fait un grand pas. Et puis la ressource bois, elle est tout à fait disponible. Moi, je suis en région Rhône-Alpes, donc c'est un coin où on est assez bien loti pour ça. Donc plutôt la compétence humaine. Pour moi, c'est quand même le sujet important qui, dans l'industrialisation, on l'oublie un petit peu, je trouve. Pour moi, le plus important, c'est les compétences humaines qu'on va pouvoir mobiliser autour du projet. Est-ce qu'il y a une autre question, puis après on changera de table ronde? Allez-y. Oui, bonjour, je suis journaliste à Bâti Actu. Une question pour les industriels, la première table ronde. Comment voyez-vous l'arrivée des gros groupes, des fabricants, des industriels sur le secteur de biosourcé? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de concentration notamment. Est-ce que c'est un risque? Est-ce que c'est une chance? Voilà, merci. Du coup, je me permets de répondre avant vous. Alors, pour ce qui va être un petit peu peut-être différent de la réponse de mon confrère, pour ce qui est des préfabricants, en fait, même tous ceux qui sont industriels, on est plutôt contents qu'ils s'y mettent. Parce que l'ensemble des compagnons qui représentent, l'ensemble des chantiers, l'ensemble des prescripteurs qui représentent, ça va évidemment permettre de construire plus. Et quelque part, être le seul à fabriquer un produit, c'est aussi un problème, parce que ça ne permettra pas d'avoir assez de retours d'expérience pour aller plus vite. Donc il faut de la concurrence.
tant mieux si elle vient de grands groupes. Je pense qu'ils se positionnent aujourd'hui plutôt comme des poseurs des solutions constructives, comme ils l'ont fait avec le CLT, par exemple, pour pas citer Bouygues Construction, qui a fait un peu différemment de ses confrères. Par exemple, Vinci a créé Arbonis, a lancé vachement de la mêlée-collée, ces choses-là, pour être fabricant poseur, constructeur fabricant poseur. Et d'autres sont plutôt en position de, on va lier des partenariats et on va faire uniquement de la pose. Donc moi personnellement je ne vais pas sur les chantiers. Je suis content de ne pas aller sur ces chantiers-là aussi parce que c'est des chantiers qui sont très maîtrisés et il y a certains sous-traitants qui en souffrent. Donc quelque part que ces sociétés se responsabilisent et se disent on va poser plus de biosourcés, moi je le vois plutôt d'un bon oeil. Pour la paille, j'ai envie de dire à peu près la même chose. Le fait qu'ils viennent sur ces techniques, ça prouve qu'on a raison. C'est déjà pas mal. Ensuite, c'est comment dire, c'est aussi eux c'est vraiment eux qui vont vers nous. Nous, dans la construction paille, on a eu un peu peur de ces acteurs-là en se disant qu'est-ce que ça va faire. Aujourd'hui, la crainte principale du monde de la construction paille, c'est la massification à venir, le côté appétence des matériaux biosourcés sur le secteur, par le secteur du conventionnel. Et ce qu'on a peur surtout, c'est la malfaçon, c'est le contre-exemple. Et on a peur de notre incapacité à accompagner cette transition dans la formation, dans la montée en compétences, dans l'accompagnement de ces nouveaux acteurs. Parce qu'une formation ProPaille, pour celle que je connais, Bouygues est formé ProPaille. Combien il y en a de formés ProPaille dans Bouygues ? Est-ce que ça amène une vraie valeur ajoutée, alors une capacité à répondre aux enjeux de manière qualitative ? Je ne sais pas. Donc pour moi, le gros sujet, c'est la massification va entraîner des besoins d'accompagnement. Et aujourd'hui, les filières dont on parle, elles sont composées d'experts, de gens motivés, militants pour la plupart, qui sont là depuis 10, 15 ans, qui ont fait leurs premières armes, qui ont mangé du gravier, pour ainsi dire. Et on est en train de donner tout ce savoir-faire à des volumes qui sont très importants, très conséquents. Il faut qu'on sache les accompagner. Pour moi, c'est ça le principal risque. On va laisser la filière bois répondre. Oui, ouais, ça fonctionne. Oui, alors effectivement, pour ce qui concerne plutôt le 3D, je parlerai plutôt de ce que je connais. En fait, le bâtiment modulaire 3D en bois, biosourcé, n'existait pas, pour ainsi dire, sur le marché avant que ces grands groupes justement s'y intéressent. Bouygues Immobilier, non pas Construction, a acheté à un moment donné au Savoie, un de mes confrères, pour entre autres faire du 3D. Arbonis a acheté une entreprise qui faisait du 3D également, et d'un coup ça a braqué les projecteurs sur une filière qui n'était qu'une micro-niche, pour revenir à l'image de la niche de tout à l'heure, et donc ça a permis à cette filière de commencer à exister. Voilà, donc ça envoie quand même des signaux qui sont extrêmement forts. Il ne faut pas négliger les convictions qu'ont certains dirigeants de ces entreprises et bien évidemment beaucoup de collaborateurs de ces entreprises de faire mieux, de décarboner et de changer aussi de modèle. Je pense que c'est extrêmement important et que les objectifs que certains se donnent, comme par exemple 30% en 2030, etc., que ces objectifs que tout le monde connaît, sont des objectifs vers lesquels ils poussent extrêmement fort. Et effectivement, ce qu'il faut comprendre, c'est quelle est leur stratégie d'un point de vue en fait de la réalisation. Voilà. Tout à l'heure, effectivement, j'entendais monsieur qui disait qu'on était des faiseurs. Oui, effectivement, nous, les entreprises, les industriels, nous sommes des faiseurs. Toutes ces entreprises-là dont on parle ne sont pas toutes avant tout des faiseurs. Il y a beaucoup de sous-traitance. Et nous faisons partie en fait des entreprises. Tout à l'heure, je vous ai montré une diapo en fait d'un collège qu'on a réalisé pour Bouygues Construction en sous-traitance. Effectivement, c'était un peu nous les faiseurs, d'une certaine manière, de la partie en tout cas bois. Et donc en fait, il y a beaucoup de ces entreprises qui n'intègrent pas en fait ces métiers, ces compétences en tant que faiseurs, mais plus en tant que bureau d'études ou coordinateur. Et en fait, les entreprises diffuses sur le territoire ont plutôt tendance à pouvoir être en fait les faiseurs de ces grands groupes. Merci beaucoup. On va vous remercier tous pour ces interventions. Et je laisse la parole à Céline pour la dernière table ronde.